Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 17 mai et voici le sommaire. Comme chaque année, la Fondation Flaujac organise une soirée caritative en mémoire aux deux frères disparus tragiquement dans deux accidents en 2012 et 2013. L'une de nos équipes a assisté à l'événement qui fêtait ses 10 ans à l'Automobile Club de Monaco. Elles sont le cauchemar de tous les baigneurs. Les méduses et leurs piqûres douloureuses ont déjà envahi les plages. Mais alors qu'on pensait les apercevoir uniquement en été, vous verrez avec notre invité Olivier Brunel qu'elles sont en fait présentes sur les côtes méditerranéennes tout au long de l'année. Et puis nous vous proposerons de découvrir le tout dernier ciné-concert proposé par l'Institut audiovisuel et par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. The Kid de Charlie Chaplin a offert un moment unique aux spectateurs. Le traditionnel dîner de gala de l'association monégasque ibéro-américaine s'est tenu hier soir en présence du prince Albert II. Pour l'occasion, le Yacht Club de Monaco était aux couleurs du Honduras. Et pour finir, nous prendrons la direction du quartier des Moneghetti pour découvrir un caviste au nom évocateur, John Wine. Mais nous débutons ce journal avec une page de sport. En basket, Monaco a bien entamé la défense de son titre de champion de France avec une victoire 85-78 face au Portel. Tout n'a pas été parfait, c'est vrai, mais l'essentiel est assuré avec ce succès dans le match 1. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Lionel Bernardi. 8 jours après la désillusion du match 5 face à Fenerbahçe, la Roca Team retrouvait une série de play-offs, de Betclic Elite cette fois-ci. Face au Portel à Gaston Médecin, Monaco a d'abord montré son meilleur visage dans ce match 1. Une première mi-temps en mode rouleau compresseur, la Roca Team domine physiquement les nordistes qui n'arrivent pas à suivre le rythme. 10-4, puis 26-16 à la fin du premier quart-temps et même 53-36 à la mi-temps. Donatas Motiejunas, 16 points à la pause et ses coéquipiers maîtrisent parfaitement le match avant de se relâcher au retour des vestiaires. Conséquence, le Portel revient, le SSM est moins soft mais plus d'engagement et trouve de l'adresse. Les nordistes collent un 14-2 en 3 minutes 30 au début du quatrième quart-temps et le match est complètement relancé. Sur ce dunk de Bastien Vautier, le Portel revient à moins 5. Mais Monaco va s'en sortir grâce à ses individualités. 85-78, la Roca Team assure l'essentiel et prend les commandes de la série. Comme vous l'avez dit, on sait que c'est des matchs un peu pièges et qu'ensuite, dans les séries en deux manches gagnantes, c'est compliqué d'aller gagner à l'extérieur comme ça. Donc moi, on a assuré le principal, on va essayer d'aller chercher une deuxième victoire pour se qualifier le plus rapidement possible. Monaco aura l'occasion de plier cette série lors du match 2 au Portel, samedi à 20h. Autre bonne nouvelle côté monégasque, Mathieu Strazel et Eli Okobo ont été appelés par le sélectionneur des Bleus, Vincent Collet. Le coach a en effet annoncé une liste élargie de 19 joueurs en vue des Jeux Olympiques de Paris. Écoutez à ce sujet le meneur de la Roca Team, Mathieu Strazel, juste après la rencontre de ce dimanche. Il est au micro de Frédéric Elion. Super fier de faire partie de cette liste de 19 joueurs. J'ai hâte d'être là-bas, de voir comment ça se passe avec le groupe et puis d'essayer de grappiller une place si possible. Donc voilà, ça commence maintenant, d'essayer de se mettre dans le rythme dès maintenant pour arriver en forme là-bas. Je pense que c'est le but de la fédération d'amener beaucoup de joueurs pour que personne ne pense que sa place est acquise. Donc voilà, ça va mettre un peu de concurrence. J'espère que ça sera de la bonne concurrence et que voilà, on partira tout simplement avec les 12 joueurs qui méritent le plus et les 12 qui ont le plus de chances de remporter des médailles. On reste dans l'esprit sportif, mais aussi de la solidarité. Hier soir se tenait la traditionnelle soirée de la Fondation Cédric et Christophe Flaujac. Cette dernière, offerte par l'Automobile Club de Monaco, est toujours un moment chargé d'émotions pour rendre hommage aux deux bénévoles de l'ACM disparus tragiquement. Le prince Albert II était présent aux côtés du pilote Jean Alési, parrain de l'événement. Voyez ce reportage d'Alexandra Pani sur des images de Camille Caloni. 10 années que l'Automobile Club offre cette soirée caritative à la Fondation Cédric et Christophe Flaujac. Elle accueillait cette année encore plus de 360 personnes. L'occasion de se rappeler au souvenir de ces deux jeunes frères disparus, très impliqués au sein des institutions sportives de la Principauté. Ça fait 12 ans et 11 ans. Rien que d'en parler, c'est assez émouvant.
Les gens sont toujours là, présents. On a eu la chance d'avoir le Prince Souverain, mais sans mes bénévoles, sans l'Automobile Club, sans ça, on n'y arriverait pas. Donc c'est vraiment très très bien. Nouvel écrin pour cette soirée située au-dessus des stands de course avec une vue de choix sur le circuit de Monaco. L'événement est devenu aujourd'hui un incontournable de la période du Grand Prix avec 2 parrains de prestige, Jacques X et Jean Alési. C'est un témoignage de ma part et aussi un héritage parce qu'ils existent encore, ça grandit, la fondation, ça permet d'aider des jeunes qui ont des projets. Il y a un vrai rendez-vous qui est à Monaco et puis je suis très fier d'être donc le parrain de cette association. Depuis sa création en 2013, une vingtaine d'athlètes de la région a reçu un soutien financier. Là, on a un petit qui fait de la moto. Après, il y a toujours nos sportifs qui sont super, qu'on a au tennis, en athlétisme. On a beaucoup de chance parce qu'on a des jeunes qui sont vraiment très très bien. L'association monégasque organise plusieurs événements tout au long de l'année, soirées caritatives ou manifestations sportives, dont l'intégralité des fonds récoltés permet de soutenir les projets sportifs de ces jeunes athlètes. En ce 17 mai, nous célébrons la journée internationale de lutte contre l'homophobie. À cette occasion, nous avons voulu rencontrer les fondatrices de la toute première association LGBT+ à Monaco. Mon arc-en-ciel a été lancé il y a tout juste un mois. Je vous propose d'écouter 2 des 4 fondatrices à propos des raisons qui les ont poussées à créer cette structure. Elles sont au micro de Juliette Rappert. On a créé cette association, donc on est 4 membres, on est 2 couples en fait, ma compagne et sa compagne, on est toutes les 4 à l'avoir créée. Et on l'a vraiment créée pour enfin pallier à cette inégalité qui peut exister entre nos couples homosexuels et les couples hétérosexuels, tout simplement parce qu'on a les mêmes devoirs. On cotise à la CCSS, on cotise auprès des caisses, on a les mêmes devoirs, mais on n'a pas les mêmes droits. Et à un moment donné, je pense qu'il faut que les choses changent à Monaco. Et on ne peut plus fermer les yeux. En tout cas, maintenant, on a des familles, on a des enfants. Et on n'a pas le droit de les laisser en pâtir de l'orientation sexuelle de leurs parents. Et on est obligé, à un moment donné, d'essayer de faire un petit peu évoluer les choses pour qu'on soit considéré comme une famille. C'est vrai que on a créé l'association le mois dernier, donc on est au tout début, donc on est en cours. Une fois que le compte sera créé, on pourra enfin prendre les premiers adhérents de l'association. On aimerait beaucoup échanger, déjà au niveau des jeunes aussi, parce que peut-être que pas tout le monde effectivement assume son orientation sexuelle à Monaco. Donc on aimerait vraiment être un peu les porte-paroles de ça. Et oui, bien sûr, on aimerait faire des conférences, avoir des rendez-vous avec les autorités monégasques aussi pour faire avancer les choses. Et nous vous tiendrons évidemment informés sur Monaco Info des premiers événements qui seront organisés par Mon Arc-en-Ciel. Elle gâche un peu, voire beaucoup, le plaisir des baigneurs en ce week-end de Pentecôte. Des milliers de méduses ont en effet envahi les plages de la Côte d'Azur. Une vraie nuisance pour ceux qui veulent d'ores et déjà profiter des plages. Pour nous parler ce soir de ce phénomène et des bons réflexes à avoir en cas de piqûre, Olivier Brunel, chef aquarium au musée océanographique, est présent sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir. L'arrivée des méduses si tôt dans la saison surprend mais n'a pourtant rien d'exceptionnel. Depuis 10 ans, on peut en observer tout au long de l'année et même en hiver. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors oui, effectivement, vous parlez de l'arrivée des méduses. Moi, je vous dis que c'est pas du tout l'arrivée des méduses, et qu'en fait, il y en a toute l'année. C'est plutôt l'arrivée des baigneurs que l'arrivée des méduses. En fait, les méduses, on en voit toute l'année maintenant, tous les ans, et c'est pas du tout un phénomène saisonnier. C'est devenu vraiment quelque chose de régulier, qui dépend plus au final des courants et des vents de surface que vraiment de la saison. Alors justement, elles se représentent par milliers sur la Côte d'Azur. Pourquoi ces méduses apprécient-elles particulièrement cette zone ? Alors encore une fois, elles n'apprécient pas forcément particulièrement cette zone, c'est plus une zone dans laquelle elles sont poussées par les courants et les vents. En fait, les méduses, il faut bien comprendre qu'elles se déplacent au gré des courants, elles sont poussées par le courant et les vents de surface. Et donc en fait, elles vont où le vent les mène. Donc elles arrivent sur nos plages où finalement elles s'échouent sur les plages, mais elles vivent aussi au large et elles sont poussées vers nos côtes par le vent. Aujourd'hui, quelles sont les plages du littoral français les plus envahies par les méduses ? En Méditerranée, je pense que toute la côte globalement est touchée par les méduses.
Elles se déplacent, vous pouvez très bien en avoir hier à Monaco et aujourd'hui plus du tout et demain un petit peu plus loin à Nice. En fait, c'est vraiment des phénomènes ponctuels et très localisés, même si là, c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression qu'il y a beaucoup de méduses un petit peu sur toute la Côte d'Azur. Mais je vous dis, moi j'ai plus l'impression qu'il y a beaucoup de baigneurs. Les méduses présentes appartiennent à la catégorie des méduses pélagiques, très présentes en Méditerranée. Quelles sont leurs caractéristiques ? Alors effectivement, on parle essentiellement de la méduse pélagie, donc Pelagia noctiluca, qui est la méduse violette, qui a cette petite ombrelle un peu tachetée violette. C'est pas celle que vous voyez derrière moi, mais c'est une méduse qui fait une dizaine de centimètres quand elle est adulte, avec des filaments qui s'étendent derrière l'ombrelle de la méduse, qui peuvent faire 40, 50, 60 cm. Et c'est ces filaments-là qui piquent en fait. Donc la méduse en elle-même, elle est constituée de l'ombrelle qui lui permet de se déplacer et d'avancer, même si je vous ai dit qu'elle se déplaçait plutôt au gré des courants, mais ça lui permet quand même de se déplacer un petit peu. Et ces filaments qui lui permettent de capturer la nourriture et qui peuvent du coup traîner sur quasiment 1 mètre derrière elle. Est-ce que l'on peut observer des méduses d'autres sortes en Méditerranée ou c'est uniquement celle-là ? Non, il y en a plusieurs sortes et il y en a qui sont très belles, très belles et très fascinantes. La plus connue, l'autre peut-être après la Pelagia, c'est la méduse œuf au plat. On appelle comme ça parce qu'elle a vraiment une forme, son ombrelle a un rond jaune au milieu et puis un contour peut-être plus transparent. Donc c'est une méduse qui peut faire jusqu'à 30-40 cm de diamètre, qui est très belle avec plein de petites, comme des petites pattes en dessous. Évidemment, c'est pas des pattes qui lui servent à se déplacer. Donc voilà, il y a plusieurs espèces en Méditerranée. Je dirais que les deux plus emblématiques qu'on a ici chez nous, c'est la Pelagia et la méduse œuf au plat. Alors c'est vrai que les baigneurs ne les apprécient pas particulièrement. Est-ce que la mise en place de filets au large est la seule solution pour éviter leur arrivée sur les côtes ? Alors oui, en fait, clairement, il n'y a pas vraiment de solution. Et même les filets, je pense que ça protège en partie, mais pas entièrement. Il n'y a pas de... On peut pas changer le courant qui fait que les méduses arrivent sur nos plages. Donc oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de protection que celui-là, qui fonctionne mieux que s'il n'y avait rien du tout, mais il faut quand même rester vigilant quand on se baigne. C'est vrai que beaucoup de baigneurs voient les méduses comme des nuisibles, mais on peut évidemment s'interroger sur leur utilité, et notamment sur l'utilité des méduses dans la chaîne alimentaire. En fait, les méduses sont mangées par un certain nombre de gros individus, notamment les poissons-lunes, les tortues marines, certains oiseaux de mer. Donc elles ont un vrai rôle dans la chaîne alimentaire. Le problème, c'est qu'une chaîne alimentaire déréglée parce que peut-être trop de surpêche et peut-être moins de prédateurs sont des conditions du coup qui favorisent le développement des méduses au-delà de ce qu'elles devraient normalement, de la place qu'elles devraient occuper normalement. Un point médical également dans ce journal, comment soigner une piqûre de méduse si ça nous arrive ? Alors effectivement, on nous pose souvent la question. Le premier réflexe évidemment, c'est de sortir de l'eau pour pas paniquer ou risquer de se faire piquer à nouveau. Et ensuite, c'est éviter de rincer à l'eau douce, toujours rincer la plaie avec de l'eau de mer pour éviter de faire exploser en fait les cellules urticantes qui seraient collées sur la peau du baigneur. Essayer de racler avec un support rigide, donc voilà, une carte de crédit, quelque chose de rigide qui permet vraiment de gratter la peau et d'enlever les dernières cellules. Et ensuite, de se rendre au poste de secours s'il y en a un, ou en pharmacie pour se faire prescrire une crème apaisante. Merci à vous Olivier Brunel pour toutes ces précisions sur la présence des méduses sur la Côte d'Azur. Merci à vous, bonne soirée. Direction Paris à présent pour rencontrer Pierre Descola. Il est le lauréat du prix de la Principauté 2022, remis conjointement par les rencontres philosophiques et la Fondation Prince-Pierre. L'anthropologue donnait hier soir à la Maison de la Poésie une conférence sur sa vision du paysage. Plus d'explications avec Vanessa Dessy sur des images de Julien Laugier. Le concept du paysage est profondément lié à notre relation à la nature, car il encapsule notre manière de percevoir, d'interagir et de donner du sens à notre environnement. À travers le prisme du paysage, nos valeurs, croyances et identités culturelles sur le monde qui nous entoure sont projetées. Le monde est beaucoup plus divers qu'on ne le pense habituellement et qu'il faut apprendre à repérer, à reconnaître dans d'autres façons de faire monde. L'Europe a conçu
la nature comme une extériorité, comme un monde, une totalité de non-humains extérieurs aux humains qu'on pouvait dépeindre à distance en construisant une perspective, un point de vue subjectif et enfermer ce point de vue subjectif dans un cadre, dans des tableaux. Mais dans bien d'autres régions du monde, le paysage c'est autre chose, c'est une façon de transfigurer des sites, de transfigurer des lieux avec toutes sortes de méthodes qui ne sont pas nécessairement des représentations figuratives. Notre compréhension du paysage en tant que reflet de notre relation à la nature a des implications profondes sur la perception de l'environnement, comme par exemple la valorisation de la diversité culturelle ou encore une prise de conscience écologique. Je pense que l'admiration pour des paysages au sens même tout à fait européen, c'est-à-dire le fait qu'il y a des endroits dans le monde qui vous saisissent, qui vous attirent, qui éveillent en vous une émotion, constitue un moteur fondamental pour essayer d'apprendre à ne pas trop dévaster le monde dans lequel nous vivons. Les rencontres philosophiques vous donnent rendez-vous du 11 au 16 juin prochain pour une toute nouvelle édition de la semaine Philo Monaco. Un mot de musique à présent avec cette expérience toujours aussi impressionnante. L'Institut audiovisuel de Monaco proposait dernièrement un ciné-concert à la salle Garnier. À l'écran, le film The Kid de Charlie Chaplin accompagné des notes de musique de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Un moment vécu en famille sur lequel revient José Sacré et Lionel Bernardi. Le Kid de Charlie Chaplin était au programme du ciné-concert proposé par l'Institut audiovisuel de Monaco avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Frank Strobel. C'est le premier long métrage de Chaplin. Il sort d'une petite dizaine d'années avec des comédies extrêmement burlesques. Et pour ce premier long métrage, il décide de changer de registre. On pense que c'est un film comique, burlesque, The Kid, mais c'est un peu les deux, c'est aussi un mélodrame, et c'est sans doute ça qui fait la force du film de Chaplin, d'avoir su mélanger les rires et les larmes avec une histoire d'un gamin orphelin dont le vagabond Chaplin, lui-même sans toit, va s'occuper, et évidemment c'est une histoire qui touche le cœur de tout le monde. Salle Garnier, mercredi 14 mai, ce ciné-concert était aussi un ciné-concert famille. De nombreux enfants étaient présents et ils ont apprécié. Est-ce que tu as aimé? Oui, beaucoup. Et l'histoire? L'histoire était très bien et touchante en même temps. Vous avez envie d'en revoir d'autres films comme ça? Oui. Ouais. Oui, moi ça me plairait pas. L'association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo organise une série de conférences intitulées M&M Musique et Monaco, une longue histoire d'amour. L'occasion de revenir sur l'évolution du Philharmonique dans l'histoire de la Principauté depuis sa création en 1856 jusqu'à l'époque moderne. Et la première conférence de ce cycle s'est d'ailleurs tenue aujourd'hui à l'Auditorium Régnier III. Elle a été animée par André Perreigne qui a ainsi pu détailler la merveilleuse relation entre la musique et Monaco. L'association monégasque ibéro-américaine revient pour son gala annuel. Hier soir, les convives avaient rendez-vous au Yacht Club de Monaco pour découvrir la culture du Honduras. Une soirée en immersion totale à travers la nourriture, la musique, la danse, mais surtout une soirée caritative pour mener à bien les projets de l'association. Alban Jonjambre et Lionel Bernardi étaient sur place. Reportage. Gastronomie, culture, musique, tout était réuni pour faire voyager les convives au Honduras. Derrière cette soirée en compagnie d'invités de marque dont le prince Albert II, l'association monégasque ibéro-américaine a plusieurs objectifs. De pouvoir le montrer ici à Monaco, surtout parce que derrière tout ça, il y a un but qui est caritatif pour pouvoir aider à Latino-Amérique pour les enfants et les personnes âgées. Les fonds récoltés, ça va servir pour ouvrir des restaurants solidaires et équitables en Latino-Amérique. Et pour apporter la culture hondurienne jusque dans les assiettes, ce sont les élèves du lycée Régnier III qui se sont mis à l'œuvre à travers une masterclass.
Le masterclass que nous avons fait, c'était pour pouvoir les montrer à l'école hôtelière des nouvelles gastronomies, des plats différents, complètement culturels, qui viennent directement de l'Honduras avec 5 chefs étoilés qui se sont mis en jeu pour pouvoir préparer aujourd'hui à 280 convives. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle destination en Amérique latine. On se retrouve à présent pour votre rendez-vous intitulé « Ceux qui font Monaco » avec Crisinda Thomel. Crisinda, dans quel quartier vous trouvez-vous aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons du côté des Moneghetti, chemin de la Turbie, pour parler d'un petit caviste qui a tout d'un grand. Nous parlons de John Wine. Cette boutique est née il y a déjà un peu plus de 6 ans maintenant, c'est la 7e année que nous sommes ici et on voulait en fait une cave à vin qui soit un peu différente de celle qu'on peut trouver sur la Principauté et offrir une gamme de produits, vin, champagne, épicerie fine et beaucoup d'autres choses et des alcools qui soient différents avec des rapports qualité-prix de belle qualité et mettre en avant des domaines et des vignerons qui ne le sont pas forcément partout. On a bien évidemment quelques grandes étiquettes que l'on retrouve dans d'autres endroits, mais beaucoup de nos domaines sélectionnés sont des domaines qui ne sont pas connus avec des grandes étiquettes, des grands noms, et qui méritent de l'être. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Le contact, et le contact avec ces vignerons, et la possibilité de transmettre la passion qu'ils ont de travailler les produits qu'ils travaillent et le fait de pouvoir transmettre cela auprès de nos clients et qu'ils puissent éprouver le plaisir qu'on a éprouvé nous à la dégustation. Qu'est-ce que la clientèle recherche quand elle vient chez vous? Un conseil avant tout. Sont des gens qui sont parfois connaisseurs, voire experts, d'autres qui ne connaissent pas grand-chose au monde du vin, mais qui veulent à la fois un conseil avisé par rapport à ce qu'ils vont manger, et également un produit de qualité, être certain d'avoir, quel que soit le produit, quelque chose de qualité, voilà, à offrir à leurs invités ou à s'offrir eux-mêmes. Avis donc aux amateurs de bon vin si vous recherchez un petit cru de niche ou tout simplement un grand vin. John Wine vous accueille du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. Merci beaucoup à vous Crisinda pour toutes ces informations autour du concept John Wine. On vous retrouve justement tout de suite pour un point sur les prévisions météo pour ce long week-end de Pentecôte. Alors que le retour du soleil a ravi aujourd'hui toute la Principauté, est-ce que cela va durer ? Eh bien oui Julia, le soleil sera bien au rendez-vous demain, car même si quelques passages nuageux sont prévus en cours de matinée, l'après-midi se déroulera sous un beau ciel bleu. Une journée ensoleillée donc avec des températures comprises entre 15 et 21 degrés. Samedi, nous fêterons les Érics. Allez, je vous propose de refermer ce journal avec les clichés de Manuel Vitali. Il était présent hier soir au Yacht Club de Monaco à l'occasion du gala gastronomique du Honduras. Du beau monde était présent, Adriana Carambeu ou encore d'anciennes Miss France ont assisté à l'événement. Le prince Albert II était également sur place pour soutenir l'association monégasque ibéro-américaine à l'initiative de cette belle soirée. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité, comme chaque soir sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain, le samedi 18 mai, pour une nouvelle édition riche en actualités. Très belle soirée sur notre antenne.